On va attendre que le son il parte. Alors, bonjour tout le monde. OK, là, ça devrait être bon. Non. On va attendre que le son il parte. Alors, bonjour. Ah, elle a mis en note « Fermer l'autre conférence ». Hein? OK, parfait. Là, on devrait être bon. Oui. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au prochain panel où est-ce qu'on va parler de la présence sur les médias sociaux et de l'importance d'une bonne image de marque en ligne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 magnifiques invités, Olivia Saizonou, Anne Edma-Louis et Nour El-Mori. Je vais me présenter rapidement avant qu'on puisse passer aux personnes qui sont importantes aujourd'hui. Donc, moi, c'est Priscilla Soro et chez Sayaspora, je suis la gestionnaire des médias sociaux. Puis je suis très, très contente justement de parler des médias sociaux puis de ce sujet-là qui m'est quand même assez familier. Puis j'ai hâte qu'on puisse justement en discuter, puis apprendre un peu plus là-dessus. Donc, je vais passer la parole à Olivia parce que c'est la première que je vois sur mon écran. Puis ensuite, on va aller clockwork. Donc, vas-y. Ça marche. Déjà, merci de me recevoir. Et bonjour à tout le monde. Mon prénom, c'est Olivia. Donc, je suis représentante de talent, donc d'influenceurs BIPOC à l'agence Double Shot Agency, une agence qui est basée à Montréal et à Toronto et qui est l'agence sœur de One Milk, Two Sugars, qui est une agence de relations publiques très connue. J'ai un background en relations publiques et en sociologie. Donc, avant de travailler pour Double Shot, j'ai travaillé en relations publiques et en communication. Je suis de Montréal, mais maintenant je vis à Toronto et d'origine sénégalaise, guadeloupéenne et béninoise. Donc voilà. Vas-y, Anima. Donc, merci aussi pour l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Anne Edma. Je travaille comme avocate et fiscaliste au sein du cabinet Amléa Avocate que j'ai fondé en 2015. Donc, concrètement, c'est une entreprise de services juridiques pour entrepreneurs. Donc, on fait que du démarrage d'entreprise et la croissance. Donc, on accompagne les entrepreneurs au quotidien. Et c'est ça. Parfait. C'est à ton tour, Nour. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Nour. Moi, je suis la fondatrice de TAM Média, qui est un média numérique, un nouveau média sur les réseaux sociaux, et on traite de plusieurs sujets sur la diversité culturelle au Québec. Donc, on invite des personnes à parler de leur expérience et tout. Et aussi, j'ai un background en marketing digital. Donc, je fais de la consultation aussi sur tout ce qui est transformation numérique, marketing numérique et tout. OK, parfait. Donc, c'est le moment de mettre la table à la discussion. Je vais commencer par Nour. Nour, en 2020, tu décides justement d'ouvrir ces discussions-là sur le multiculturalisme et justement le fait d'avoir des communautés multiculturelles dans l'industrie. Puis, tu le fais via ta média. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la raison pour laquelle tu as décidé justement de créer ce média-là? Puis, la deuxième question, ça serait, c'est quoi le changement que tu espères créer via ta média? Ouais, en fait, ta média a pris un virage 360, donc on a créé le média en 2020, mais on existait un peu sous une entité plus d'agence de marketing, d'influence et tout avant 2020. Puis en fait, c'est venu d'un besoin personnel. Moi, je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, j'ai consommé de la télé québécoise, je suis allée aux écoles québécoises. Puis étant jeune, je me suis jamais sentie représentée dans les médias en tant que maghrébine de l'Afrique du Nord. Et ce besoin-là a commencé justement, comment on peut aider la communauté à avoir les mêmes opportunités, par exemple, en marketing d'influence, aider mes amies influenceuses. C'était un petit peu mon domaine dans ce temps-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai remarqué qu'il y avait des barrières et des limites, dans le sens que chaque influenceur a son propre agenda, ils ont leur objectif de carrière professionnelle et tout. Et je me suis dit, moi, je veux aller plus loin. Je veux aller porter un message plus loin. Donc, je peux pas parler à travers un influenceur et ça marche pas, là. Donc, on s'est assis avec deux partenaires à moi, puis on est comme, comment on peut avoir un impact justement dans la communauté, dans l'industrie du média, puis comment on va créer notre propre contenu. On va pas attendre de ce qu'on nous invite à la table, on va créer notre propre table. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on a une petite équipe de 4, on produit du contenu, on a une petite équipe de production, puis de gestion de réseaux sociaux, puis c'est comme ça que ça a commencé, ta média. Vraiment nice. Je trouve que c'est important, ce que tu as dit, c'est justement le fait de se créer sa place, dans le sens où
dès qu'on ne se voit pas, puis on ne se voit pas représenté, tu sais, il y a des petits sentiments là, justement, de se dire, est-ce que, do I matter? Puis c'est comme, I matter. Si je ne me vois pas, je vais créer un espace, justement, pour que je puisse être représentée, pour que les personnes qui me représentent puissent être représentées aussi. Exact, exactement. Et c'était quoi la deuxième question? La question, c'était quel changement tu espères, justement, apporter via ta média, puis Ouais. où est-ce que tu le vois? Ben, ta média, c'est quand même on est un nouveau média sur les réseaux, donc c'est sûr que on n'est pas un organisme à but non lucratif, mais on a quand même une mission sociale. Donc, au long terme, c'est vraiment de créer des ponts, créer des discussions. C'est une opportunité pour nous de se distinguer justement de ce qui se passe dans les médias au Québec, par exemple. En France, il y a Combini, il y a Brut et tout, mais au Québec, il n'y a pas. Donc, on veut vraiment se différencier puis se distinguer on apporte une valeur ajoutée, notre réseau. Notre réseau, il est issu de la diversité et on crée du contenu que par exemple, des médias mainstream ne sont pas capables de créer. Donc, nous, vraiment, notre but, c'est de créer des connexions, créer genre des bridges entre les communautés BIPOC et les non-BIPOC, parce que le but, c'est de faire un échange et vu qu'on a une mission sociale quand même, c'est de changer les mentalités, créer de l'ouverture d'esprit. Donc, c'est vraiment ça le but au long terme. OK, parfait. Ça m'amène justement à une deuxième question. Ça serait, tu sais, justement, c'est quoi la différence entre un média qui a une mission sociale puis un autre média ou une autre agence, tu sais, médiatique qui pourrait avoir justement juste un but lucratif, tu sais, au-delà de toute chose? Ben, en fait, il y a deux choses. C'est que, en fait, les médias traditionnels, comme sans les nommer, là, on les connaît, eux, c'était tu sais, des journaux, des magazines à la base, avant qu'il y ait cette ère de transformation numérique. Donc, déjà, c'était c'était des médias traditionnels porteurs de messages qui, des fois, étaient contrôlés par XY vision ou valeur. Puis, premièrement, c'est ça qui a fait changer le virage. Donc, toutes ces entreprises-là, ont dû s'adapter au numérique et adapter leur contenu. Puis c'est des médias mainstream, ça veut dire qu'ils ne parlent pas nécessairement que de la diversité, malgré que c'est vraiment récent et que c'est vraiment très trendy. Mais tu sais, ils parlent de news, l'actualité, finances, l'économie en général. Donc c'est vraiment traditionnel qu'on voit dans les réseaux en ce moment au numérique. Donc ça, c'est la différence. Nous, pour l'instant, on n'est que sur du contenu de la diversité culturelle. Ce qui fait en sorte qu'on est spécialiste parce qu'on a notre propre réseau. Les grandes entreprises, on a eu des échos, on a parlé avec eux, puis eux, leur difficulté, c'est parce que c'est la tendance et que c'est la nouvelle façon de présenter le média et de faire de l'inclusion, ils ont de la difficulté à aller chercher ce réseau-là. Ils nous l'ont dit plusieurs fois, on l'a entendu over and over, puis c'était comme, comment vous cherchez ce monde-là? Comment vous êtes capable de parler à la diversité? Parce que notre équipe, elle est issue de la diversité, c'est un produit de la diversité pour la diversité en faisant du bridging. Donc, c'est ça la différence, c'est que eux, ben, c'est tellement une grosse entité, ça a un bagage historique par rapport, comme je disais, c'était du traditionnel qui est devenu du numérique. Donc, il y a beaucoup de transformations, puis on dirait que, ben, justement, il y a de la difficulté à aller chercher des talents à cause de cette histoire-là, puis cette évolution du média numérique dans l'histoire. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. En parlant de talent, on va continuer avec Olivia. Olivia, toi, tu fais partie du monde des relations publiques depuis assez longtemps, comme tu l'as dit. Puis justement, récemment, tu es responsable des talents chez l'agence Double Shot, où tu œuvres à diversifier l'industrie via des talents multiculturels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta job en ce moment? Puis aussi l'importance pour toi, c'est d'apporter la table, puis d'apporter beaucoup plus d'opportunités à des talents multiculturels de différentes communautés dans l'industrie en ce moment. Oui, à 100%. Donc, comme tu disais, j'ai commencé en relations publiques. Donc, en relations publiques, j'ai travaillé dans beaucoup d'agences. Et ces agences travaillaient avec des influenceurs, donc faisaient plusieurs campagnes où elles avaient besoin d'influenceurs, surtout pendant la pandémie. Tout le monde était scotché à son téléphone. Donc, the marketing influence was booming. Il y avait beaucoup d'argent. Sauf que je me suis retrouvée à travailler sur des grandes campagnes, sans nommer de nom, de cosmétiques, food and beverages, lifestyle, peu importe, où c'était toujours les mêmes influenceurs, issus des mêmes télé-réalités, sans nommer, au Québec. Je pense qu'on sait tous de qui ou de quoi je parle. Donc, les mêmes influenceurs ou sinon les amis de ces mêmes influenceurs, et souvent, ces influenceurs étaient caucasiens. Et souvent, ces influenceurs, même moi, j'en ai appris beaucoup que je ne connaissais pas parce que mon algorithme n'était pas le même que mes collègues. Et donc, je me suis un peu
rendu compte que je travaillais pour quelque chose qui ne m'inspirait pas, qui ne me rendait pas heureuse et pour des gens avec qui je ne me retrouvais pas dans leurs valeurs ou dans ce qu'elles partageaient, ce qu'ils partageaient en tant qu'influenceurs. Et lorsque j'essayais de pousser les influenceurs BIPOC, c'était très compliqué, c'était beaucoup plus difficile. Il faut savoir que les influenceurs BIPOC, il y a une étude qui a été faite justement par une compagnie pour laquelle j'ai travaillé, MSL, en 2021, qui montrait justement que les influenceurs BIPOC étaient moins bien payés que les influenceurs caucasiens. Donc, le wage gap qu'on retrouve dans la vie de tous les jours se retrouvait sur Instagram parce que dans le temps, TikTok n'était pas encore arrivé aussi fortement que maintenant. Donc, c'était vraiment le Insta wage gap, excusez-moi. Et donc, je me suis retrouvée aussi à parler avec certains amis influenceurs qui me disaient combien ils chargeaient et je trouvais ça tellement triste parce que leur contenu était meilleur que leurs compétiteurs ou que leurs collègues caucasiens, mais faisaient beaucoup moins d'argent. Donc voilà. Donc en arrivant à Toronto, je me suis dit que je voulais travailler pour une compagnie qui avait les mêmes valeurs que moi, qui me représentait, et aussi où je n'étais pas the token chosen Black person. Donc j'ai décidé de travailler avec Double Shot. Double Shot, on représente que des influenceurs issus des communautés BIPOC ou LGBTQIAS+. Okay. Ce que je trouve extrêmement important. On met de l'avant les influenceurs BIPOC, mais aussi on les guide parce qu'il faut savoir que certaines personnes sont là depuis des années sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas comment se promouvoir, ne savent pas comment négocier, ne savent pas comment demander leur argent. They have a hard time asking for their own money. They're scared, que ça soit le syndrome de l'imposteur, que ça soit d'avoir peur que la compagnie ne travaille pas avec toi. Peu importe la raison, on essaie de les guider pour faire en sorte qu'ils puissent avoir le même salaire que leur père, exactement. Donc c'est ça. Donc pour moi, c'est important. J'essaie toujours de pousser le plus possible parce qu'il faut savoir que le talent management, c'est pas juste travailler avec le client qui est la compagnie, mais c'est aussi travailler avec un autre être humain. Je pense que Nour l'a très bien dit. Tu travailles avec quelqu'un qui a une vision de ce qu'elle veut que sa plateforme soit et ce qu'elle veut. La plupart du temps, Carla Guillaume l'a dit pendant un des panels, mais on n'a pas le choix d'être activiste quand on est BIPOC. Donc, la plupart du temps, il y a une mission derrière ces influenceurs BIPOC. Qu'ils soient asiatiques, noirs, tamils, il y a une mission derrière leur Instagram, leur plateforme. Et donc, il faut que ces compagnies répondent à leur mission. Il faut que moi, je pousse leur mission en même temps parce que je deviens un peu une extension de leur voix, ce qui est très important. Sauf que, à savoir qu'il faut avoir justement ces outils en relations publiques et en communication pour pouvoir être une bonne voix et pour pouvoir permettre aux compagnies de comprendre ce dont l'influenceur a besoin sans perdre le contrat. Parce que dans la même étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, 49% des influenceurs BIPOC ont perdu de l'argent parce qu'ils se sont prononcés sur un enjeu social, sur une vision qu'ils avaient en tant que femme noire, en tant qu'homme noir, peu importe, en tant que femme BIPOC. 49%, c'est énorme. On perd de l'argent. C'est presque la moitié. Là. C'est exactement. Donc, il faut savoir comment communiquer et véhiculer un message tout en gardant la vision de l'influenceur, ce que je trouve très intéressant. Et puis, voilà. Ouais, je pense que j'ai répondu à... Oui, vraiment. Mais tu sais, une question qui me pop dans la tête. Il y a plusieurs parcelles à ce que je fais, mais ce qui est important à retenir, c'est que tu travailles avec une influenceuse ou un influenceur qui n'a pas les mêmes ressources et qui n'a pas les mêmes opportunités que ses pairs et tu veux faire en sorte que ta vision et sa passion soient mises de l'avant et qu'à un moment donné, c'est bien et tout, la vision, la passion, tout ça, mais il y a aussi l'argent qu'il faut qu'il vienne avec. Like, exactement. Pay me my money. Like, it's not okay that we're getting paid less again. Exactement. Je suis tellement d'accord. Je pense que déjà, tu avais touché un point qui était essentiel pour moi, en tant que femme déjà de femme africaine issue de la diaspora. C'était le fait que les influenceurs que je vois, ça fait bientôt 10 ans que je suis au Canada, puis par rapport à l'algorithme, tu peux, même sur Instagram, sur Facebook, même sur LinkedIn d'ailleurs, ou sur TikTok, l'algorithme me montre des personnes qui me ressemblent parce que c'est ce que j'aime regarder, puis c'est ce que je vois. Mais pour moi, il y a des influenceurs qui sont très connus, que j'irai voir
une de mes collègues, par exemple, qui pourrait être caucasienne, ou une personne de mon entourage, ou une amie qui n'est pas de la même culture que moi, ou qui est caucasienne, ou est-ce que je dis, tu connais cet influenceur-là? Non. Non. Et c'est très réel. Et ça arrive même dans les événements. Le problème, c'est que ça devient un cercle vicieux. En relations publiques, le monde des relations publiques est très caucasien, très blanc. Dans les agences, il y a un problème. Il y a énormément de caucasiens. Je pense que Nour le sait très bien. Et ça fait que les gens quand moi je crée une liste, disons je suis une femme blanche, je crée une liste, et ben je crée une liste d'invités avec des invités que je connais, les influenceurs que je suis et que je connais, qui sont eux aussi caucasiens. Donc je ne donne pas l'opportunité à ces influenceurs BIPOC de pouvoir rencontrer les clients, de pouvoir faire partie de ces événements qui sont extraordinaires et qui ont tellement de budget. Je ne permets pas à ces influenceurs de participer, et donc je ne donne pas parce qu'il faut savoir qu'être influenceur, c'est bien, tu achètes tes produits pour pouvoir créer du contenu, mais à un moment donné, il faut qu'on te donne du contenu à créer. Donc, ça devient un cercle vicieux. Ces influenceurs n'ont plus de contenu à créer parce qu'ils ne sont pas invités à ces événements, et puis, bon, après, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est très important ce que j'aime beaucoup avec Double Shot, c'est que c'est relié à une agence de relations publiques, et on travaille tous dans le même bureau. Donc, c'est très facile pour moi d'avoir ce contact avec je dis les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes en relations publiques, mais les femmes et les hommes de l'autre côté en relations publiques, et permettre que justement plus de portes soient ouvertes aux influenceurs BIPOC, et qu'on dise non, on est là. Enfin, il y a plus de Je suis totalement d'accord, et je pense que, tu sais, parce qu'on peut en parler pendant longtemps. Oui. C'est aussi très important le fait que tu sois dans une agence qui est associée avec une agence sœur, parce que justement, c'est ce merge-là qui permet, parce qu'on a beaucoup, tu sais, l'opportunité de voir de tokenism, où est-ce que, genre, on va employer une personne BIPOC for the quota, on va pas se mentir, ou genre, tu vas dans des organisations qui sont quand même assez importantes, puis tu vois, genre, une seule ou deux personnes max qui te ressemblent, puis c'est comme, ouais, mais si ils sont là, ça ne suffit pas pour pouvoir justement apporter cette table-là, et j'aime beaucoup le fait que ça ne soit pas, oh, on les a mis dans cette agence-là, mais c'est une agence qui est dédiée. Donc, il y a les ressources qui sont dédiées, puis on utilise ce networking-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait travailler. Mais ça fonctionne seulement, là je rebondis seulement rapidement sur ce que tu as dit, ça fonctionne seulement si le management aussi est pas caucasien. Donc, la CEO, Priya Chopra, donc, c'est une femme BIPOC. Donc, elle comprend déjà en tant que femme, ensuite en tant que personne BIPOC. Donc, c'est une femme BIPOC. Les deux autres agentes sont des femmes noires. Donc, quand je dis quelque chose, ma voix est entendue, elles me comprennent, et leur algorithme ressemble au mien. C'est beaucoup plus facile de pousser dans une plus petite agence où tout le monde te ressemble. La directrice est grecque, mais je veux dire, on est la CEO et BIPOC, quoi. Donc, c'est important que le management aussi et les gens qui travaillent au sein de l'entreprise ne soient pas caucasiens pour qu'on puisse tous se comprendre. Définitivement. On parle un langage qu'on comprend. Exactement. Je vais passer à toi, Anedma. Anedma, à travers... pardon, laisse-moi juste me remettre. Parce que ces conversations-là me mettent dans tous les sens. C'est un sujet qui me passionne. Mais à travers ton cabinet Amléa Avocat, justement, tu permets aux entrepreneurs de pouvoir grow leur entreprise, mais tu fais beaucoup aussi via les médias sociaux. Et je pense que justement, dans un milieu, tu sais, qui est assez, tu sais, la finance, la comptabilité et tout ça, on voit vraiment, tu sais, en catégorie. Puis le fait que tu l'utilises, tu fasses justement la promotion puis le développement de ton entreprise via des plateformes de médias sociaux comme, tu sais, LinkedIn, bien sûr, mais aussi Instagram, par exemple. Tu sais, je trouve que c'est inspirant. Puis déjà, genre, comment est-ce que ces plateformes-là t'ont aidé à développer ton entreprise? Puis pourquoi tu as décidé d'aller dans cette route-là aussi? Mais concrètement, traditionnellement, je ne sais pas comment les gens faisaient pour se faire connaître, OK? Dans le sens que quand j'ai gradué, c'était là. Je pense que fut un temps, les gens allaient aux activités de réseautage, puis faisaient du networking. Moi, je savais que c'était quelque chose qui ne me convenait pas vraiment parce que je suis plus introvertie qu'extravertie. J'aime rester chez moi.
Puis aller rencontrer des gens dans les événements, ben, faut que tu en rencontres beaucoup pour trouver ceux avec qui ça connecte. Ça peut être longtemps, c'est pas un given, tu échanges des cartes, mais c'est pas forcément concret. Ouais. Donc, lorsque je me suis lancée, c'était déjà là toutes les plateformes comme LinkedIn et compagnie. C'est d'abord sur LinkedIn, l'exemple que tu mets à jour ton profil pour dire que tu es en affaires. Mais après, les gens ne savent pas plus. Tu es encore chez toi. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que il faut prendre ta place sur les médias sociaux si tu veux qu'on te voie et qu'on sache que tu existes. Et c'est de là que c'est venu. Donc, forcément, c'était une obligation. Je dirais que oui, j'ai des collègues qui sont avocates, qui ne sont pas sur les médias sociaux, puis qui vont le faire avec le bouche à oreille de la vie de tous les jours. Mais je pense que si tu veux avoir un certain niveau d'activité constamment, puis être on top of mind pour les gens, il faut que tu sois actif là où les gens regardent, et les gens regardent sur Internet. Puis, tu peux les trouver n'importe quand. Je veux dire, il y a des gens qui vont regarder mes vidéos un dimanche après-midi alors que moi, je fais d'autres choses. Si tu comptes juste sur des interactions réelles, mais tu as seulement des moments clés avec un nombre de gens qui sont limités. Je trouve que l'Internet, c'est sans limite. Puis, tu peux dicter ton message. Tu peux définir pourquoi est-ce que tu veux être reconnu, ton expertise, tes compétences, choisir quelle plateforme où les gens que tu cherches à attirer sont le plus. Et tu peux marteler ton message sans arrêt de façon constante et bâtir ta réputation de cette manière. Oui, définitivement. Je pense justement que c'est important ce que tu as dit de le fait que sur Internet, le message est tout le temps, il circule tout le temps. Donc, c'est cette capacité-là de, oh, moi, un dimanche, je fais juste relaxer, mais j'ai déjà créé mon contenu, puis j'ai déjà créé mon message qui va aller trouver la personne qui serait intéressée par mon message sans que j'ai besoin de continuer. Tu sais, c'est un travail fréquent aussi de justement continuer à mettre du contenu, mais tu as cette capacité-là de pouvoir le faire à ta propre façon, puis sur ton propre schedule. Donc, je trouve que c'est vraiment comme intéressant, puis c'est intéressant aussi pour des entreprises ou des secteurs qui ne sont pas nécessairement, tu sais, qui sont un peu plus traditionnels, qui ne, tu sais, en tant que professionnel aussi dans ma vie, je travaille dans une industrie où est-ce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement conscients de l'importance des médias sociaux, puis de l'opportunité énorme qu'il y a sur Internet. De pouvoir justement développer son message puis développer son contenu. Puis je pense que tu le fais très bien à travers justement Amélia. Une autre question que j'aurais pour toi, ça serait, est-ce que tu as 2 ou 3 tips à nous partager justement en tant que professionnel là-dessus? Par rapport à sa présence sur les médias sociaux, c'est ça? Ouais. Oui, parce que je pense qu'on peut tous être hésitants à l'idée d'être vocal sur Internet. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé, c'était les articles de blog que j'écrivais sur LinkedIn et autres. Fut un temps, c'était pas tant la vidéo. Puis je me rappelle au début, j'étais stressée j'avais le syndrome de l'imposteur, dans le sens que si je publie un truc, que je dis un conseil, puis finalement il y a une erreur dans mon conseil, puis là, mes collègues avocats sont comme, ben qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, tu vois, j'avais vraiment peur. J'étais comme, OK, on va m'expose, it's shit. Fait que finalement, ça, tu te retiens, tu peux réviser, exemple, 15 fois, 100 fois ton texte parce que tu veux être sûr que c'est parfait, mais pendant ce temps-là, t'es pas visible. Exactement. Donc, de ne pas s'enfarger, ou du moins ne pas être obsédé avec la perfection. Donc, l'importance que je dis, c'est d'être visible, c'est pas de le faire parfaitement. Donc, au début, exemple, avec les écrits, c'était ça. Après, même avec la vidéo, si tu changes de format, il y en a qui vont s'empêcher parce qu'ils sont pas confortables devant la caméra. Mais ce que je dis, c'est de commencer. Les vidéos que les gens voient aujourd'hui, c'est pas les mêmes que les premières. J'ai des gens qui m'ont dit, oh, j'ai vu la différence, même la qualité, le son. Mais il y en a qui vont dire, OK, j'ai besoin d'acheter tout cet équipement, cette caméra, comme avoir le parfait setup pour le faire. Non, comme juste commence petit, regarde si ça vaut la peine, puis après investis davantage si tu veux continuer à le faire de façon constante. Donc, de pas être dans tout ce qui est la perfection, puis de juste commencer par identifier que quelqu'un soit un professionnel qui a son corporate life ou entrepreneur, ben de définir, c'est aussi pourquoi est-ce que tu veux être reconnu, dans le sens que est-ce que ton expertise, comme Olivia, ben c'est les relations publiques, telle niche, ben juste choisis c'est quoi ton nom, c'est quoi que tu veux comme branding personnel, et après, ben détermine c'est quoi les thématiques que tu vas aborder, puis d'aller dans cette direction, donc d'être structuré dans ton approche, puis d'aborder un sujet qui est aussi pertinent pour toi. Oui, définitivement. Je trouve que c'est important ce que tu as dit, justement, c'est déjà de commencer parce qu'il y a beaucoup
d'entre nous, tu sais, en général, même qui ont comme ce syndrome de l'imposteur-là, c'est même pas particulièrement dans le domaine, tu sais, du droit où est-ce que tout est tac, 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 puis il faut pas que tu fasses d'erreur, mais juste le fait de dire, oh, ben, je vais me mettre sur Instagram en vidéo, puis ma mère va le voir, puis ma tante va le voir, puis je sais pas, c'est juste comme, ils vont finir par le voir si c'est ce que tu veux faire de toute façon, puis il faut juste te lancer, tu sais, donc, je pense que... C'est vrai, on pense tellement à l'opinion des gens aussi, mais ça aussi, il faut... Puis c'est vrai que maintenant, j'y pense plus, mais ce que je disais aux gens quand tu commences, c'est que ceux qui parlent ou ceux qui ont des commentaires ne sont pas ceux qui créent. Les autres qui créent n'ont pas le temps de commenter, de juger, parce qu'on crée. Donc, peu importe ce qui se passe, celui qui a un mot à dire, c'est certainement pas quelqu'un dont l'opinion est pertinente. It doesn't matter. Parce que for sure, they're not doing anything. Exactement. C'est vraiment ça. Puis les deux autres aussi, est-ce que vous avez une opinion, tu sais, par rapport à ça? Vous êtes quand même actifs sur les médias sociaux. Puis pour moi, ma question pour vous, c'est aussi comment vous vous êtes lancé la première fois? Puis est-ce que vous avez eu ces doutes-là de se dire, je vais m'exposer sur les réseaux sociaux, peut-être que je suis pas trop à l'aise, tu sais, par rapport à la caméra, puis même par rapport à mon message, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? Si je peux me permettre, ouais, Olivia. Ben, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Parce que quand tu t'exposes, il y a une prise de conscience. Donc, il faut le faire dans la conscientisation des choses. Et aussi se demander qu'est-ce que j'ai envie de partager. Quand c'est du personal branding, ça peut vite aller au personnel, qui est aussi correct parce que les gens vont te suivre pour ton lifestyle. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de partager. Est-ce que tu veux vendre ton lifestyle? Est-ce que tu veux entertain les gens? Est-ce que tu veux vendre une expertise? Donc, je pense que ça, pour le début, il faut vraiment y penser avant parce qu'exemple, je te prends des mommy bloggers qui partagent leur vie avec leurs enfants. Si tu te lances et tu commences à exposer tes enfants et au fur et à mesure que tu réfléchis, c'est plus pour toi, c'est comme un peu une bombe à retardement parce que les abonnés ou ta communauté sont habitués que tu exposes tes enfants. Donc, si tu les retires, c'est comme si tu es accountable envers eux. Donc, c'est comme des éléments comme ça, des exemples très concrets qu'il faut réfléchir avant quand même parce que ça peut avoir des effets au long terme. Puis aussi, il ne faut pas trop s'éparpiller. Je connais, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire sport, je veux faire… » Mais en s'éparpillant, on confuse l'algorithme. Donc, il y a comme un commitment aussi à faire dans ce point-là où il faut penser un petit peu à l'avance parce que il faut que tu sais, un foodie, tu dois faire que du food. Que de la nourriture. Si tu fais une expertise spécifique, parce qu'après, les gens, ils grandissent pas comme toi. Toi, en tant qu'individu, tu vas évoluer, tu vas avoir d'autres passions et tout, mais ça va être difficile à ta communauté de grandir avec toi ou de partager peut-être ton évolution. Donc, pour moi, ce serait comme les deux conseils que j'aurais à donner avant de se lancer des grosses questions et des grosses décisions. Totalement pertinent. Genre, juste déjà comme passer dans l'entonnoir puis décider j'ai ça que j'aime comme passion, j'ai ça que j'aime comme passion, mais à la fin de la journée, on a tous un influenceur qu'on suit pour une raison particulière. C'est comme je suis telle personne parce que j'aime son mode de vie, je suis telle personne parce que je trouve que c'est un bon foodie, tu sais, recommande les restaurants. Donc, veux pas, je pense que le cerveau humain place les gens aussi dans certaines catégories, puis c'est aussi comme ça que l'algorithme évolue de toute façon, même avec la vidéo, c'est tout ce genre de discussion-là aussi qui tourne autour de ça. Exact. Et ça tourne aussi les valeurs, parce qu'après, quand on va parler d'argent et de financement, ben, ça retourne à la première question idéale. C'était quoi tes valeurs? Sur quels principes fondamentaux tu as commencé? Et là, ben, la question d'argent, elle va revenir et les choix vont être pris en décision de ces valeurs-là. Non, définitivement. Olivia, est-ce que tu avais… Oui. Excuse-moi. Oui, totalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues ont dit. Et je rajouterais même, excusez-moi, à ce que Nour a dit, étant donné que je travaille, comme je vous disais, avec des influenceurs BIPOC qui souvent sont dans le lifestyle, elles vont avoir tendance justement à partager leur passion, mais passion veut dire aussi leur mécontentement. Et donc, et leur peine, et leur joie, et il faut faire attention à comment on partage son mécontentement. Et ce que je veux dire, c'est que je suis absolument contre la censure. Je ne veux pas que les gens se censurent. Par contre, si je prends un exemple, un enjeu sociétal, peu importe lequel, le féminisme, on va dire, on en prend un grand. Le féminisme, c'est important de ne pas juste communiquer avec ses sentiments,
mais de pouvoir poser ces sujets. Donc, s'il y a un sujet qui, comme une polémique, que ce soit, il y a eu George Floyd malheureusement pendant la pandémie, il y a eu le décès de la reine récemment, il y a tellement d'enjeux. Si cet enjeu-là te rend très, 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 très excité là, tu sens que le cœur est chaud, pose d'abord tes idées, écris d'abord ce que tu veux dire et ensuite viens sur la plateforme. C'est pas tout le temps nécessaire parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de cet effet de trend et de vouloir répondre et réagir directement, mais souvent, c'est pas nécessaire. Dans un jour, trust me, ça va être encore là. Dans un jour, ça va être encore là. Pose d'abord tes idées. Donc, vraiment de poser ces idées et ce qui vient avec le fait de programmer, et je pense qu'Edma, tu as dit ça tout à l'heure, mais de programmer, enfin de planifier plutôt ces posts. Donc, le dimanche, c'est là que tu dis, OK, demain, le lundi, ça va être de la nourriture, le mardi, ça va être les enfants, le jeudi, ça va être mes émotions et le samedi, ça va être la danse, par exemple, si tu es là. Eh bien, de créer ce contenu à l'avance pour que justement, tu ne ressens pas ce besoin de devoir combler avec des passions, mais avec des passions qui sont mal exprimées et qui peut-être, toi, tu vas regretter pour le futur. Et le futur, c'est quoi? C'est comme nous le disait, c'est to generate money, to generate income. Definitely. Je pense que justement, c'est ça aussi, le sujet du panel, c'est l'importance d'une bonne image de marque en ligne. Ouais. Puis il y a beaucoup cette idée-là de se dire, en tant que personne BIPOC, il faut s'exprimer sur des sujets qui sont comme controversés. J'ai mon opinion, j'ai besoin d'en parler, mais publiquement. Et je pense pas que c'est justement obligé. Ça, je pense pas que tu es obligé. Il y a beaucoup, j'en représente beaucoup qui ne le font pas. Mais si jamais, parce qu'il y a aussi le peer pressure qui vient avec, justement, que parce que tu es BIPOC, tu dois partager, tu dois faire ça sur ta plateforme. Je pense que c'est totalement faux et c'est un peu ça va à contresens, en fait, avec ce que c'est un peu mettre les influenceurs BIPOC dans un seul carcan qui est qu'on doit tout le temps parler de nos peines et de comment we're struggling. Je pense que c'est pas nécessaire, mais je pense que c'est nécessaire que si tu le fais et si tu penses que tu veux parler souvent de tes passions et de sujets qui te passionnent, de poser tes idées. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est bien le faire, puis justement ne pas se mettre cette pressure-là d'être une autre représentante. Je pense que comme on a aussi cette latitude-là d'être une personne en tant que je suis ma propre personne, j'ai mes propres passions, puis j'ai pas besoin d'être dans le struggle every day. Je pense que ça, c'est quand même aussi important qu'on soit d'accord là-dessus. Puis un autre point qui est super important, puis je pense pas qu'on l'a abordé, puis j'ai pas envie de créer un autre débat, mais c'est l'authenticité. Ouais. Il y a toujours ce débat de tu schedules tes posts, non, c'est pas authentique. Genre, je pense que déjà quand tu fais partie d'une communauté BIPOC, tu es déjà authentique. Yeah. Tu as déjà ce volet-là. Après, est-ce qu'il faut que tu développes cette authenticité en étant être woke ou genre militantiste? Non, c'est ta plateforme. C'est pas parce que tu viens d'une minorité que tu dois être activiste et porter le chapeau de chaque mission et chaque cause. Donc ça, c'est vraiment de très bons éléments. Mais il y a aussi l'authenticité qui revient toujours un peu dans les débats, je trouve, des réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes d'accord aussi là. Comment on garde cette authenticité là parce que la plateforme elle change, on a des nouveaux features, beaucoup d'automatisation, comme Olivia dit, on peut scheduler des posts, on peut scheduler des stories. Là, bientôt, on va pouvoir scheduler des reels. Comment garder cette authenticité-là? C'est comme trouver sa balance. Oui, définitivement. Définitivement, je suis totalement d'accord avec vous. Dans 5 minutes, on a encore 5 minutes pour discuter, mais je vais juste dire à l'audience que dans 5 minutes, on aura là une période de questions-réponses. Puis, vous pouvez là déjà commencer à mettre vos questions dans les commentaires, puis on va juste s'assurer que chacune de nos panélistes puisse y répondre. La dernière, justement, tu as parlé de l'authenticité. Nous, c'était ça ma dernière question. Mais j'ai une autre question pour vous en général, donc vous pouvez y répondre là selon comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez reçu une belle opportunité grâce aux médias sociaux? Pour toi, Edma, justement, tu fais la promotion de ton cabinet d'avocat via les réseaux sociaux. Puis un peu pour vous, toute une chacune, est-ce que vous avez reçu une très belle opportunité via les médias sociaux, justement,
Puis, est-ce que vous pouvez en parler? Non, vas-y, Anne. Ben, j'allais dire, toutes les opportunités sont littéralement à cause de ça. Wow! Ben, c'est parce que j'ai l'impression que mais même mes employés qui postulent pour travailler avec moi me découvrent à cause des réseaux sociaux. Ils m'écrivent, comme la plupart des gens que j'ai avec moi, c'est pas qu'ils ont postulé normalement, c'est qu'ils ont dit je suis ce que tu fais, j'aime ça, j'y adhère, j'aimerais rejoindre ton équipe. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Et ça, c'est une opportunité en soi et qui n'aurait pas été possible si je ne suis pas visible. Donc, je te dirais que tout ce que j'ai bâti, c'est à partir de ça. Moi, ça a été définitif. Totalement d'accord. Je pense que le fait aussi, justement, que tu aies parlé du recrutement, puis du capital humain que tu as pu justement recevoir de par ta présence sur les médias sociaux, c'est aussi très important. Mm-hmm. Vraiment. Je pense que souvent, on pense aux réseaux sociaux, on pense juste aux réseaux sociaux de divertissement, donc j'appelle Instagram et TikTok, mais LinkedIn, c'est extrêmement important. I can't stress this enough. Je sais que certaines personnes négligent leur LinkedIn, pensent qu'il n'y a rien qui se passe sur LinkedIn, mais le nombre de recruteurs, en tout cas surtout dans mon domaine, notre domaine, Nour et moi, parce que Anne-Emma est puissante, mais elle pourra parler pour elle-même, mais en relations publiques et en communication, le nombre de recruteurs qui se retrouvent sur LinkedIn, le nombre de personnes qui te regardent et tu ne sais même pas, c'est extrêmement important. Donc, pour moi, au niveau de ma carrière, mes opportunités sont toutes par les réseaux sociaux, que ce soit par LinkedIn ou Instagram. Et je pense aussi que c'est un moyen, comme on le fait toutes, de pouvoir se montrer comme tu le désires, mais de pouvoir montrer ce que tu es capable de faire comme tu le désires, et dépendamment de tes compétences et de ton field, ça devient comme un portfolio. Exactement. Je pense que c'est important le fait que tu aies mentionné LinkedIn parce que justement, moi, étant donné que je travaille aussi dans le domaine des agences puis dans le domaine des communications, LinkedIn, c'est vraiment là où tu trouves les recruteurs. Moi, j'aime beaucoup l'option où est-ce que tu peux voir qui t'a vu. Je trouve ça parfait parce que je suis comme, OK, qui est-ce qui a consulté mon profil cette semaine? Je vais aller voir, je suis comme, oh, vous êtes intéressé, tu sais. Puis ça me permet justement de voir quel type de personne, quel type d'industrie, par exemple, quel type de poste aussi s'intéresse à mon profil, puis de modeler un peu la façon dont j'aimerais être perçue, tu sais, par le public ou par des potentiels recruteurs ou même par mes pairs, par exemple. Je pense que c'est un média social à ne vraiment pas négliger. Puis, on n'en parle pas assez de LinkedIn, c'est mine d'or. Oui, totalement. Ben, c'est ce que j'allais dire aussi, comme Olivia. On a tendance à croire que le réseau social, c'est juste Instagram et TikTok, mais non. Il y a un réseau social pour divertissement, aussi réseau social professionnel. Et chaque réseau ramène ses types d'opportunités. C'est plus ça. Et il ne faut pas oublier que les gens se promènent sur plusieurs plateformes, donc ils se suivent. Donc, définitivement, si tu cherches à upgrade ta carrière, trouver des clients, trouver des partenariats, LinkedIn, c'est en PR comme Olivia, influenceur, ben, tu as Instagram aussi, mais il y a TikTok maintenant de plus en plus. Donc, chaque réseau social a son avantage et ses inconvénients. Après, on ne peut pas être partout, donc il faut choisir ses priorités. Parfait. C'est la période des questions, donc je vais donner comme 2-3 minutes pour pouvoir voir les questions du public. Puis, on va continuer là en attendant que j'en reçois une avec une question que j'aimerais vous poser. En ce moment, on voit sur TikTok en particulier, tu en as parlé, Nour, une vague ou un fléau, tu sais, de personnes qui se font virer de leur emploi parce que justement, ils se sont exprimés sur des sujets qui sont assez controversés, sur des sujets assez sensibles. Puis, en particulier, toi, Olivia, vu que c'est ton domaine, tu travailles avec ce type d'influenceur-là, déjà, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Puis ensuite, quels tips, conseils tu pourrais donner? Bon, déjà, je veux dire que sur TikTok, tout n'est pas vrai. Okay? C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a fait une vidéo qui était controversée et après il s'est fait renvoyer que c'est vrai. Il y a ce phénomène sur TikTok de cloud chasing. Bon, pas sur TikTok seulement, mais sur TikTok, il est très
fort et très apparent parce que l'algorithme est fait différemment et le feed est fait différemment, dans le sens que tu vas pas seulement voir tes amis, tu vas voir aussi des gens qui ne pensent absolument pas comme toi et qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations que toi et les mêmes valeurs que toi, ce qui rend aussi TikTok très intéressant. Donc, mais il faut juste pas croire tout ce que vous voyez sur TikTok. Des fois, c'est pas vrai. Ensuite, excusez-moi. Ensuite de ça, ce que je pense, ce que je recommande, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est dans l'ordre du respect, c'est-à-dire bon, pas de ethnophobie, ethnocentrisme, racisme, anti-féminisme, anti-sémitisme, tout ça, si ce n'est pas de cet ordre-là, c'est important de poser ses idées et d'avoir des arguments. Lorsque tu décides de t'exprimer sur un sujet, il ne faut pas que ça soit juste des émotions. Il faut que tu aies des chiffres, il faut que tu aies un article, quelque chose qui fait que tu vas pouvoir justifier la raison de ton post. Je pense que c'est du cas par cas. Il faut aussi savoir qu'il faut être, et c'est ce que je dis souvent à mes influenceurs et aussi aux gens avec que je côtoie, il faut être aussi éduqué au niveau professionnel, c'est-à-dire lire ton contrat. Donc, quand tu travailles dans une agence de relations publiques, il y a certaines choses que tu ne peux pas partager, il y a certaines choses dont tu ne peux pas parler. Donc, si tu vas à l'encontre de ton contrat, voilà, faut être versed faut être éduqué professionnellement et comprendre ce que tu as signé pour ensuite avoir une plateforme et vice-versa. Donc, quand tu es sur ta plateforme, être éduqué et être assez éloquent pour pouvoir justifier par la suite la raison de ton post. Mais c'est cas par cas, c'est très difficile. Je veux dire, il y a des posts, il y a tellement de trucs sur TikTok, quoi. Ouais, vraiment, comme il y a un commentaire de Coralie Dondas qui dit « J'ai beaucoup de mal avec TikTok, il y a vraiment tout et n'importe quoi là-bas. » Je pense que c'est l'opinion de beaucoup de personnes sur TikTok. Honnêtement, tu sais, moi, je pense que TikTok, c'est vraiment... J'aime beaucoup l'algorithme de TikTok parce que c'est à tort ou à raison, là, parce que des fois, tu es là, tu parles d'un sujet, puis le lendemain, tu vois sur ton feed sur TikTok, puis je suis toujours comme, comment ça se fait? Mais à la fin de la journée, il y a les mots-clés, puis il y a tout ça. Donc, mais je voulais rebondir sur un point que tu avais mentionné, Olivia, c'est vraiment de lire son contrat, tu sais, en tant que professionnel, parce que, tu sais, il y a plusieurs catégories de personnes sur les médias sociaux. Il y a des personnes qui sont influenceurs, où ça, c'est leur job et leur source de revenus. Puis il y a des personnes qui aspirent à devenir influenceurs en montrant leur lifestyle, par exemple, ou en montrant leur vie. Mais tu sais, il y a des exemples comme on a vu sur TikTok où il y avait une fille qui avait posté de quoi, je pense, A Day in My Life. Et elle travaillait, je pense, à Google ou à Apple. Puis elle a montré sa journée là au travail, puis elle s'est fait virer le lendemain. Et c'est un autre exemple de, est-ce que tu as lu ton contrat d'embauche pour savoir si tu avais le droit justement de partager sur tes médias sociaux personnels, même l'intérieur de ton endroit de travail. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont importantes à savoir avant même de... Puis c'est ce que tu disais aussi, Anne-Edma, de réfléchir, et aussi toi, Nour, de réfléchir à qu'est-ce que tu veux put out there avant de pouvoir le faire, parce que ben, c'est là où est-ce que tu te retrouves dans des... Ça tombe dans des trappes comme ça. Ouais, puis je pense que je peux rebondir sur ça, puis ça répondra à la question de Stéphie dans le chat qui disait comment choisir le bon contenu à mettre sur LinkedIn, exemple en particulier, comment éviter un conflit d'intérêt. Je pense que ça dépend toujours c'est quoi ton emploi. En cas de doute, rien n'empêche de demander. Hein. C'est comme quand je rencontre des clients qui sont employés, mais qui veulent un side hustle, puis qui me disent, est-ce que tu penses que je peux avoir un side hustle? C'est comme, ben, montre-moi ton contrat. Est-ce que ce que tu proposes, ça porte à concurrence avec ton employeur? Est-ce qu'il y a une clause où tu dois consacrer la majorité de ton temps au travail? Si oui, ben, publie pas pendant tes heures de travail, ça va paraître mal aussi. Donc, au pire, demande pour voir, écoute, ça reste, exemple, juste ton gestionnaire au-dessus. J'aurais envie de partager un peu plus sur telle problématique ou j'aime l'environnement. J'aimerais ça publier un peu. Penses-tu que ça peut porter préjudice ou s'il y a un problème? Au pire, ils te disent pourquoi il y en aurait un, puis tu au moins comprendre plutôt que de le faire, puis de ne pas savoir. Donc, je pense que c'est de demander, puis voir c'est quoi un peu la réaction. Ouais. Comme ça, tu ne peux pas te tromper non plus. Ouais, vraiment.
Vraiment. Vraiment, j'aurais un conseil là, parce que c'est arrivé dans ma carrière de gestionnaire d'influenceur. C'est arrivé dans ma carrière que j'ai dû faire du damage control. Parce que justement, il faut faire attention quand tu crées du contenu. Comme elle a dit Olivia, il y a des gens qui sont des cloud chasers et ils rentrent dans des trends et ils rentrent dans des situations, des contenus très polarisants, OK? Et donc, ce serait mon conseil à donner parce que sinon, tu seras obligé de faire du damage control puis faire des communiqués de presse puis tout. Ne pas rentrer dans des sujets polarisants si tu n'es pas une source, un spécialiste ou vraiment, ouais, si tu n'es pas spécialiste dans le domaine. Parce que c'est trop facile. TikTok si c'est action-réaction. Tu vas publier un contenu qui va faire réagir les gens, du bon ou du mauvais côté, mais c'est comme, tu sais, il y a ce dicton, genre, parle de moi en bien ou parle de moi en mal, mais juste parle de moi. Mais à l'algorithme TikTok, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ça va blow up vraiment rapidement. Donc, c'est plus le damage control à faire après. Donc, moi, vraiment, c'est mon conseil, parce que ça m'est arrivé dans ma carrière de faire du damage control. C'est si c'est un sujet polarisant, dont tu n'es pas un spécialiste ou c'est une trend, mais tu es comme, c'est une trend, je vais y aller, ça va me ramener plus de visibilité. C'est vraiment apprendre avec, vraiment marcher sur des œufs et à réfléchir plus longuement. Je suis totalement d'accord. Puis ça m'amène à ma prochaine question de savoir, on y a un peu répondu là, mais c'est de savoir comment bien séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Parce que justement, comme on disait, peu importe si tu t'exprimes sur un média social en particulier et que tu t'exprimes sur un sujet qui est polarisant et que tu crées une réaction négative chez les gens, il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Ils vont aller te chercher, savoir où tu travailles, envoyer des courriels à ton boss, puis pour un post sur LinkedIn, ta vie elle est plus la même qu'il y a comme 30 secondes. Donc, c'est vraiment, pour moi, ma question, ça serait justement, est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir séparer cette vie-là professionnelle de personnel sur les médias sociaux? Je pense pas que c'est séparé parce que Alenma est un fruit de ne pas séparer. But I don't share my personal life that No, much. you don't share your personal life, mais tes réseaux sociaux, c'est ton travail. Je veux dire, c'est comme ça que tu as un income et que tu as un revenu. Donc, tu sépares pas les réseaux sociaux de ton professionnel. Ton professionnel est un outil. Les réseaux sociaux sont un outil pour ton professionnel. Donc, je pense que ça revient à ce que Nour disait, de vraiment décider ce que tu décides de partager et vraiment d'avoir tu sais, quand on dit un plan d'affaires pour savoir où tu vas, c'est un peu similaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Are you a mom blogger? Ça veut dire que tu vas devoir partager tes enfants, même s'ils grandissent, là, ils ne veulent plus. Tu vas devoir les partager, okay? Parce qu'ils grandissent. Donc, d'avoir un plan d'affaires, un plan pour tes réseaux sociaux. Et ensuite de ça, pour moi, je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessaire de hop on a trend in 30 seconds. Honestly, il vaut mieux réfléchir parce que ça va très vite et ce qui est sur Internet ne disparaît jamais. Ça n'a pas changé. Tu peux supprimer la vidéo. Les gens ont déjà fait edit de green screen avec ton visage. C'est fini. Vraiment, vraiment. Je suis totalement d'accord. Vas-y, Noah. Ouais, non, c'est ça. C'est juste pour dire que j'étais d'accord. Je suis totalement d'accord. Des fois, c'est aussi, what's the intention behind sharing your opinion about that? Des fois, tu veux surfer sur la vague est-ce que c'est juste pour la visibilité? Je sais pas, des fois aussi, de nos jours, avec les médias sociaux, on peut facilement partager notre opinion, mais avant, on partageait avec nos proches dans des personnels. Maintenant, c'est sur Internet. Je pense qu'il faut aussi, peut-être que c'est de se limiter, malheureusement, mais quand je vois, exemple, des gens qui, après, veulent aller dans la politique, puis on retrouve dans leur Facebook depuis il y a 10 ans, qui avaient dit tel propos, I'm like, okay, people, we need to be careful. Littéralement. Il y a des gens qui vont, comme je dis là, les gens, c'est des détectives, ils trouvent tes tweets de genre 2005, t'avais genre, je sais pas quel âge. C'était au secondaire. Exactement. Je pense que comme, c'est important ce qu'on a dit justement de se dire, c'est pas sur toutes les trends ou même tout ce qui se passe sur lequel tu dois t'exprimer publiquement. Tu sais, avant Internet, tu parlais à ta sœur ou tu parlais à ton oncle, à ton père, puis on te remettait à ta place rapidement ou on te disait oui, tu as raison. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, tu fais juste demander l'opinion de tout le monde. De tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui va agree with you. Puis genre, puis aussi,
Désolée de te couper, Priscilla. Il n'y a pas de souci, vas-y. C'est que c'est comme l'Internet, des fois, ne pardonne pas. Puis on l'a vu dans des cas avec Johnny Depp contre son ex. Là, c'est genre devenu, les réseaux sociaux sont devenus un tribunal à ciel ouvert public, tu vois. Donc, des fois, il faut faire attention. Là, comme quand c'est l'opinion publique et les réseaux sociaux qui vont un peu déterminer ta sentence devant la loi, c'est ne pas prendre à la légère. Donc, c'était juste pour tout ça. Ouais, vraiment, vraiment. Ma dernière question pour vous, c'est un peu personnel, mais c'est quoi, je sais que c'est assez difficile à répondre, mais c'est quoi en ce moment, je dirais, votre réseau social personnel préféré? Lequel, ou est-ce que quand vous ouvrez votre téléphone, vous allez directement sur la plateforme, puis pourquoi? Pour moi, c'est TikTok. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et puis Coralie va sûrement dire je comprends pas pourquoi, mais pour moi, c'est TikTok parce que si je prends l'exemple d'un événement comme celui-ci, c'est des personnes BIPOC qui parlent avec d'autres personnes BIPOC. Mhm. Usually, we're gonna agree. Comme Yeah. Nour, Anedma et moi, en ce moment, je pense qu'on est toutes les trois sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on pense pareillement. Je veux dire, on n'est pas la même personne, mais vous voyez ce que je veux dire. On a les mêmes valeurs, les mêmes core values, mais c'est pas nous qui avons besoin de comprendre ce qui se passe et les problèmes et aider à les régler. Nous, on sait déjà qu'il y a un problème. C'est justement la population caucasienne, pour moi, dans mon domaine, la population caucasienne qui peut-être ne comprend pas, ou si tu es féministe, c'est les gens qui sont anti-féministes ou les hommes qui ne comprennent pas. Donc, ce que j'aime avec TikTok, c'est que ça te permet de reach, en fait, ces gens, excusez-moi pour les anglicismes, c'est parce que toutes les données sont en anglais d'habitude, mais qui te permet d'avoir une portée vers cette audience à qui tu ne parlerais pas sur Instagram parce que c'est pas tes amis sur Instagram ou c'est pas tes amis sur Facebook ou c'est pas ton réseau sur LinkedIn. Donc, ce que j'aime avec TikTok, c'est que ça te permet de parler à des gens à qui tu ne parlerais peut-être pas ou ça les force à regarder ton contenu, même si bien évidemment il y a un algorithme, mais c'est beaucoup plus simple, je trouve, sur TikTok d'avoir accès à une audience qui pense vraiment pas comme toi. Et Vraiment. Ça m'est arrivé sur mes réseaux. Vraiment. J'étais pas prête. Mais tu vois, je pense que ça amène une fraîcheur parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur Instagram. Instagram a toujours été ma plateforme chouchou, la photo et tout, c'était ma passion. Yeah. Mais si je veux chercher du contenu plus diversifié, comme tu as dit, je veux apprendre, tu peux même apprendre Excel, genre sur TikTok, c'est malade. J'irai sur TikTok, tu vois. Genre, Instagram, pour moi, ça a changé. Là. C'est plus une plateforme de photos. Donc là, c'est vraiment une plateforme de vidéo. Donc, elle va toujours avoir une place dans mon cœur. C'est comme j'ai commencé avec ça. Mais TikTok, définitivement, c'est une opportunité pour les nouveaux créateurs. Si tu veux soit consommer du contenu plus diversifié, l'algorithme de TikTok, il pousse vraiment d'une manière différente et à une audience beaucoup plus large. Et le type de contenu aussi, c'est vraiment plus diversifié. Donc, moi, je dirais ça aussi. Intéressant. Moi, j'ai pas encore été sur. J'ai l'application sur mon téléphone, mais quand j'ai été, j'étais comme confused by. Yeah. mais pour l'instant, c'est encore Instagram. Comme quand, exemple, la journée finie, j'aime bien aller voir les stories des personnes que je suis. Donc, c'est là que je vais. Je suis curieuse quand même par TikTok parce que mes employés un peu plus jeunes que moi, comme moi j'ai exemple 30 ans, eux ils ont genre 25, fait qu'ils sont peut-être plus de temps que moi. Ils sont comme faut que tu y ailles, donc je vais sûrement le faire en début d'année en espérant qu'il n'y en ait pas déjà sur un autre trend après. Mais c'est ma plateforme pour moi, Insta. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi, pour répondre à ma propre question, j'aime les deux. Tu sais, je pense que Instagram, tu sais, comme tu as dit, nous, puis aussi, pareil pour toi, Anne-Edma, ça reste la plateforme où est-ce que, comme, veut pas, on a grandi avec, puis on s'est modelé autour. Donc, pour moi, Instagram, c'est là où est-ce que les gens font genre. Puis, j'aime beaucoup voir des gens qui font genre, puis des fois, moi aussi, j'ai envie de faire genre. Tu sais, donc, je m'en vais sur Instagram pour ça. Mais sur TikTok, pour moi, c'est l'authenticité que j'apprécie sur cette plateforme-là. Et le fait que, tu sais, au début, c'est genre overwhelming parce que tu vois tout, c'est lancé partout. Puis, dès que tu continues de scroller, j'aime beaucoup l'algorithme de TikTok, je pense. Dès que tu continues de scroller, il te fait une sorte d'adaptation à ce que tu aimes, puis presque ce que tu as envie de voir ou ce que tu sais pas que tu as envie de voir.
Et le contenu qu'il y a, tu sais, je pense que quand tu es une personne, peut-être tu as 16 ans, tu vas avoir un peu plus de genre de contenu de danse et ce genre de trend, whatever. Mais c'est surprenant de voir aussi que tu vas avoir du contenu éducatif sur TikTok et je pense que c'est aussi beaucoup pertinent pour toi, Anne, du contenu éducatif sur justement différents sujets. J'apprends sur skincare, d'ailleurs, j'apprends sur les finances. Je suis des gens justement pour améliorer mes finances là-dessus. Puis je pense que c'est en ce moment the platform to be on. T'sais. Il y a aussi une autre plateforme qu'on parle pas souvent, c'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas consommé, mais à un moment donné dans ma vie, j'en ai consommé beaucoup, c'est Snapchat. Ah oui. Snapchat, c'est plus intime, mais ça a quand même une importance. Il y a une portée quand tu développes ta communauté, tes abonnés et tout sur Snapchat, il y a du potentiel. Ben, il y a du potentiel. C'est déjà expanded, mais dans le sens, ça dépend de ton type de personnalité, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Snapchat. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais quoi, Nour, c'est justement ça, pour répondre à la question de plus tôt, il y a beaucoup de gens, moi y compris, que mon Snapchat, c'est pas mon Instagram. Mon Snapchat, c'est c'est la fête, c'est la Olivia que les gens voient pas ou le professionnel peut-être ne va pas voir et j'ai pas besoin qu'ils voient. Mes amis vont voir. J'en ai un exemple banal. Tai qui est venu en concert à Montréal, il a d'abord mis sur Snapchat qu'il y avait un code promo et les billets sont partis comme ça. Donc, c'était plus intime. Ça permettait aux gens qui le suivent réellement, qui sont plus intimes, d'avoir des billets. Et voilà, donc c'est une stratégie. Du bon marketing, exact. T'es plus proche de l'artiste, tu reçois un code promo. Donc, tout ça. Si jamais vous voulez poster des trucs, des photos, des faux folles, et que vous voulez pas faire une liste close friends, j'aime beaucoup que la conversation se termine sur Taïk. Consommer Taïk, il est bon pour vos vies. Mais écoutez, on est à la fin de la conversation. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé à cette discussion-là. Je pense que ça a été vraiment comme édifiant, puis j'espère que ça vous a aussi aidé à vous, l'audience. Puis écoutez, passez une bonne soirée. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup, les filles. Merci, bye bye.